Cette histoire nous plonge dans un monde dévasté par l'apparition d'une race extraterrestre connue sous le nom de Xenobis. Des êtres puissants arrivés sur Terre à bord d'un astéroïde qui tourmente les humains depuis 500 ans, non seulement par leur présence, mais aussi à cause d'une toxine qui contamine tout ce qu'elle touche. Dans cette histoire, nous nous concentrerons sur Am, la princesse d'une nation qui a disparu il y a longtemps à cause des Xenobis. Et de cette nation, la seule chose qui est restée à cette petite fille fut une gemme que sa mère lui a donnée et qui sera importante plus tard. C'est pourquoi elle se lance dans une aventure pour se venger de ceux qui ont détruit sa famille et surtout sa mère. Ainsi, de nos jours, la princesse et ses compagnons, ou sur la route, tombent sur ce village attaqué par des Xenobis très puissants. Grâce aux méchas de l'équipe, ils parviennent à repousser les bêtes, tandis que la jeune fille se retrouve en difficulté car elle a décidé de poursuivre l'une de ces créatures qui s'est révélée très agile. Cependant, elle tombe sur notre deuxième protagoniste, Sou, l'un des derniers survivants d'une race créée par les humains, eux-mêmes dans le but de combattre les Xenobis. C'est pourquoi le protagoniste possède une grande habileté et une grande force. Et même avec cela, l'équipe rencontre pas mal de difficultés pour vaincre ces êtres. En effet, les méchas ont leurs limites, et Sou n'était pas le plus habile de sa race. Il tue finalement le dernier Xenobis. On pourrait donc s'attendre à ce que le village le félicite ou au moins lui offre un refuge. Cependant, tous les villageois le détestent comme une bête, exactement comme s'il était un Xenobis. Et c'est justement pour cette raison qu'il reste si peu de membres de cette espèce, puisque ce sont les humains eux-mêmes qui les ont créés et qui se sont chargés de les chasser. L'équipe, en voyant cela, et la façon dont ils traitent le protagoniste, décide de l'emmener avec eux dans leur périple. Car avec son potentiel, il peut être un compagnon très utile. Et il se remet sans problème, où il interagit avec ses 4 compagnes de la princesse et son garde appelé Xanda. Ils sont tous très aimables et découvrent bientôt que le protagoniste possède des informations sur une ancienne cité. Celle-ci pourrait être liée à Jigaroat. Il s'agit d'une légende concernant une arme puissante capable d'anéantir tous les Xenobis. Mais elle ne peut être activée qu'avec une mystérieuse gemme. Et nous savons déjà laquelle c'est. Mais dès qu'ils approchent de la zone, ils comprennent sa mystérieuse réputation. En effet, cet endroit est contaminé par une substance dangereuse non seulement pour les humains, mais aussi pour leurs mechas. Ils se retrouvent donc immobilisés. Pendant ce temps, le protagoniste, immunisé contre cette substance dangereuse, s'en rend compte trop tard, ce qui permet la capture de la princesse et de sa garde par le royaume de Toiraï. Il s'agit d'un chef de la ville en contact direct avec le roi. Actuellement, ils sont soignés pour le poison ingéré. Et dès qu'elle va mieux, la princesse est conduite devant ce chef appelé Xen. Ce n'est pas un mauvais type, c'est juste que son idéologie de salut consiste à faire la guerre aux Xenobis. C'est précisément pourquoi il ne peut pas laisser un tel pouvoir comme la gemme d'âme tomber entre de mauvaises mains et il refuse donc de la lui rendre. Il veut éviter que, pour une raison étrange, elle puisse être utilisée contre les humains eux-mêmes, ce qui serait bien trop catastrophique, tout le contraire de ce que recherche le roi. C'est un type qui a suivi de près non seulement la relation entre la gemme et l'arme sacrée, mais qui sait aussi qu'Am est la clé pour l'utiliser. Et même si c'est une bonne idée, ce roi semble être assez égoïste. Et comme nous sommes humains, on sait ce qui pourrait arriver. Mais bon, en attendant, la fille est debout. Déprimée, elle pense être responsable de la perte de la gemme et se sent impuissante face au royaume de Toiraï. Mais Sou arrive et la réconforte, car même s'il est une personne assez froide à cause de la race dont il est issu, il aime cette fille et il sait seulement que la voir triste est un problème. Alors il fait ce qu'il peut pour que la fille retrouve son attitude joyeuse. Cependant, ils sont interceptés par les gardes du roi lui-même. Parmi eux, la subordonnée de Xen s'en occupe rapidement. Elle ne peut pas laisser ce type rencontrer la princesse. Les 2 protagonistes décident donc de parler directement avec Xen pour parvenir à un accord concernant la gemme. Cependant, ce type est trop attaché à ses idéaux. Il propose donc un combat et celui qui gagne garde la gemme. Sou décide alors d'affronter Xen en duel. Mais c'est le chef qui finit par perdre. Comme le protagoniste, un peu tricheur, utilise sa capacité. C'est alors qu'Am intervient en disant qu'aucun des 2 ne doit mourir. Il constate qu'une attaque shinobi approche, accompagnée de nombreuses troupes ennemies en déplacement vers les ruines du château de l'Empire de la Princesse. Il découvre que celui qui a dirigé ces bêtes pendant de nombreuses années est une ancienne connaissance d'Am nommée Tsukiyomi. Il a pratiquement été la motivation d'Aim lorsqu'elle était petite, et il semble que maintenant il veuille détruire la puissante arme sacrée. C'est pourquoi il attaque nos protagonistes. Et là, il propose à la princesse de se joindre à lui. Évidemment, elle refuse pendant que le type commence à lui faire du mal. Pendant ce temps, Sou explose d'impuissance, libérant la véritable forme de son pouvoir, ce qu'il transforme en une sorte de bête, effrayant temporairement Tsukiyomi. Et seul Ame peut le ramener à sa forme humaine.
Donc pendant que le protagoniste et les autres se remettent. Am et Sanda décident de partir à la recherche de l'arme secrète, cette fois avec l'approbation de Shin. Ils prennent donc la gemme et puisqu'il n'y a plus de gaz mortel, ils commencent dès que possible. Surtout parce que les troupes de Shinobi se dirigent aussi vers cette zone pour détruire l'arme avant que quelqu'un ne puisse l'utiliser. Heureusement, Ame arrive le premier, même si elle n'en sort pas totalement indemne. Car Sanda, la personne qui l'a toujours soutenue et protégée, est morte pour cette même raison. Am arrive juste à temps pour activer l'arme, qui s'avère être ce grand mecha. Cependant, même si au début on remarque la puissance de cette machine, elle ne semble pas encore être le dernier espoir de l'humanité dont on parlait tant. Après quelques échanges, Tsukiyomi finit par acculer la fille, l'empêchant même de bouger. C'est alors que son salut arrive, l'armée de Toharai, qui a également décidé d'envoyer son espèce de royaume flottant contre les shinobi. Tout cela pendant que Tsukiyomi est distrait, racontant à la fille la même chose que d'habitude. Son incroyable plan contre les humains maléfiques. Et même, de façon assez inutile, il montre à la fille le point faible des shinobi. C'est cette sphère où se trouve le noyau mère. C'est la véritable arme contre les shinobi, car si ce noyau est détruit, ils cesseraient tous d'exister. Cependant, alors qu'il tient Ame au pied du mur, l'armée de Toharai attaque les shinobi, provoquant la séparation d'une grande partie de cette matière extraterrestre et laissant l'ennemi un peu plus vulnérable. Pendant ce temps, Sue s'approche de la jeune fille pour la réconforter, car une fois de plus, elle traverse une crise parce qu'elle n'a même pas pu affronter Tsukiyomi. Le protagoniste lui dit qu'elle n'est pas une personne inutile. Sans elle, il ne serait pas là aujourd'hui. Il lui restera donc toujours reconnaissant, et à ses côtés, même en se faisant poignarder, pour la sécurité du mecha qui protège évidemment le pilote. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que l'union de ces deux-là était l'ingrédient nécessaire pour obtenir la véritable forme du grand mecha, créant ainsi la contre-attaque ultime, que même la grande masse qui protège le noyau ne peut arrêter. Cependant, plus ils utilisent le mecha, plus il devient lent. Nos protagonistes n'ont donc pas d'autre choix que d'utiliser toute leur force dans une attaque décisive qui atteindra le noyau. Et même s'ils rassemblent toutes leurs forces, on peut voir qu'Am, étant humaine, et après ce qu'elle a affronté auparavant, commence à épuiser totalement sa force vitale. Cet assaut ne parvient pas seulement à traverser les défenses, mais aussi à détruire le noyau, mettant ainsi fin à la vie des shinobi. Malheureusement, Am finit aussi par perdre la vie car elle a totalement épuisé sa vitalité. Sue résiste davantage car il appartient à une race plus puissante. Ainsi, la dernière chose que nous entendons de la jeune fille, c'est un dernier soupir et un « je t'aime » pour Sue qui revient sur Terre. Cependant, il est attristé d'avoir perdu la fille qu'il aimait, mais il crée tout de même un avenir meilleur pour les humains. Ainsi se termine cette histoire dans un très bon film de mechas. J'espère que vous l'avez apprécié. Et comme toujours, souvenez-vous, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, j'ai omis des détails. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez en profiter. L'histoire se concentre sur Liu Harun, un jeune homme de la ville, qui soudainement se retrouve à fuir la police avec sa compagne Angie, même si on ne sait pas pourquoi. Il finit cela par provoquer tout un chaos en ville. Et c'est ici que nous revenons quelques heures en arrière, où le protagoniste mange avec son complice et ami Chao, en écoutant les informations qui parlent des Divoraires, des humains qui sont nés des effets secondaires d'un médicament créé il y a des années pour combattre le virus qui empêchait les gens de dormir pendant des semaines. Et même si tout a fonctionné, des vampires sont apparus, dotés d'une force surhumaine et d'un grand manque de contrôle. Alors des mesures ont été prises, comme l'utilisation de colliers pour les contrôler, ce qui a mené à une discrimination assez agressive envers ces êtres. Tous les protagonistes font partie de cette race. Avec Angie, ils décident de braquer une banque. Étant des voleurs experts, l'entrée est facile grâce au talent de hacker du protagoniste. Le problème survient lors de la fuite. Ils tombent sur un enfant qui a vu leur visage. Mais ils avaient promis de ne tuer personne. Cela mène donc à une discussion qui leur fait perdre du temps, pendant qu'Angie semble perdre la tête pendant un instant. Mais c'est là que le conducteur de l'équipe, Fong, intervient pour les presser. Cependant, il est déjà trop tard pour la fille, car son collier s'est activé. Alors le protagoniste abandonne ses complices, laissant l'argent, mais prenant la voiture. Celle-ci fait justement le lien avec la séquence du début, où ils sont capturés. Et d'ici, nous passons à l'enquête, où nous découvrons que le père du protagoniste, Tenju, est une personne importante dans la ville, en tant que directeur d'un groupe d'élite appelé BST. Ici, le protagoniste pense qu'il sera bientôt libre, car il est aussi mineur. Mais il s'avère que pendant le braquage, il y a eu 15 morts dont on ne sait rien. Ils finissent donc par être condamnés à mort. Le protagoniste a alors une dernière rencontre avec son père, qu'il déteste pour les avoir abandonnés, lui et sa mère, ne lui laissant qu'une cicatrice sur le bras.
Mais ici, alors qu'ils sont transportés à travers la ville, ils semblent être tués aux yeux du public par un groupe d'élite, ce qui, évidemment, cache quelque chose. Alors, on a les souvenirs du protagoniste quand il était enfant. Il était idolâtré comme premier divoraire à moitié humain. Ici, il se réveille dans une capsule avec 2 inconnus, des vêtements de rechange et l'arme qu'il maîtrise le mieux, puisque les 3 sont condamnés à mort. Les portes s'ouvrent alors et l'endroit se remplit de véritables ordures. Un androïde ayant l'apparence d'Angie leur explique qu'ils se trouvent sur une île, où leurs peines sont pardonnées en échange de leur survie. Cela rend les prisonniers incontrôlables qui essaient d'attaquer l'androïde. Et comme Fang la voit comme son ancien ami, il s'interpose et se fait frapper par l'un des prisonniers, à qui la tête finit par exploser, car la condition est qu'ils ne peuvent pas s'attaquer entre eux. Et surtout parce que le véritable ennemi, ce sont ces créatures qui apparaissent sur place. Alors le protagoniste et la vraie Angie essaient de s'échapper pendant que tout le monde panique. Et c'est à ce moment-là que Liu est sur le point de mourir, qu'il réveille soudainement un pouvoir qui lui permet de se déplacer par bond. Même si, évidemment, il ne le contrôle pas. C'est son acolyte Zelda qui l'appelle Emoment. Et pour une raison quelconque, il finit par l'aider. Ce qui lui est utile, car Angie est aussi en danger. Et il parvient à arriver à temps pour la sauver, ainsi que cette fille appelée Ifen. Ils trouvent une sortie par la ventilation, tandis que les autres essaient de faire exploser l'entrée avec l'aide de Fang. Mais cela s'avère inutile, car ils ne font que s'enfermer. Cependant, le protagoniste n'est pas le seul Emoment, qui sont en gros des dévoreurs avec des pouvoirs spécifiques. Ils aident donc à garder les bêtes sous contrôle, tandis que le protagoniste et la fille, tous eux arrivent dans un bâtiment en ruine. Cela contraste avec leur zone, comme si c'était une autre époque. Après avoir flirté avec Angie, il trouve des documents avec ses parents, ce qui est étrange car il était autrefois le premier à moitié humain. Son école a été attaquée par l'un de ces vampires, qu'il cherchait lui aussi. Alors ses amis, ses professeurs, même son père n'ont pas hésité à le trahir. Et ils ont fini par le livrer à ce tueur, qui n'a eu d'autre choix que de le tuer. Ce fut le moment où son pouvoir s'est manifesté ainsi que le traumatisme pour lequel il déteste son père. Il poursuit son exploration tandis que l'on apprend qu'Ifen a été condamné pour avoir tué plus de 5 maris par jalousie, un fait important, puisque le protagoniste est sa prochaine cible. En tout cas, ici nous revenons en ville, où il y a un enquêteur qui n'est pas totalement convaincu par le fait qu'il y ait autant de prisonniers. Disparaissent ou meurent ces derniers temps. Il recueille des indices sur tous ces condamnés qui sont justement enfermés à cause des bêtes. C'est là que se trouve justement Xiao Yifen, empêchant tout le monde de devenir fou, puisqu'ils sont les moins criminels de l'endroit. Et ils sont comme ça depuis qu'ils partageaient l'orphelinat en tant que bons amis. Alors, avec l'aide de ce blond, ils commencent à chercher une sortie. Mais ici, Liu a des problèmes, car plus de bêtes apparaissent et son saut a une distance limitée. Donc, il est difficile de garder les filles en sécurité. Malgré tout, il fait de son mieux. Mais au moment où il trouve une sortie et que Ifen trahit Angie, parce que la fille était jalouse d'elle, cela ne fait qu'apporter plus de problèmes à Liu, qui parvient à attraper la fille, mais abandonne complètement Ifen, qui semble être dévoré par les bêtes, se lamentant d'être toujours abandonné. Mais ici, le héros parvient à mettre Angie en sécurité, qui a une blessure grave, tout comme Liu qui réussit à tuer la bête. Mais avec plus de problèmes qu'autre chose. Pendant que Feng s'éloigne de la barrière et manque de se faire écraser, il est sauvé à la dernière seconde par Yao, un gars insouciant qui semble ne rien comprendre. Et il ne fait que mentionner sa haine envers le père du héros, Tenju, qui est maintenant en réunion où il est accusé d'avoir remis un tel pouvoir, comme le saphir, à son fils, qui est essentiellement la marque que Liu a sur le bras. Et à un moment, il se rend compte que cela fonctionne comme un super ordinateur, avec toutes les informations, qu'elles soient secrètes ou non. Il découvre ainsi comment cette île, il s'agit de la reconstruction d'une ville envahie par les dévoreurs, sans explication donnée. Il cherche donc plus d'informations. Pour aider Angie, il organise une transfusion sanguine, mais elle perd le contrôle à ce moment-là. Et ses instincts de vampire se réveillent, dévorant Liu sur le coup. Alors que Yao s'avère ne pas être si simple, puisqu'il est un Emoment, et probablement le plus fort, éliminant les bêtes d'un seul coup. Et le blanc le reconnaît comme un criminel de haut rang, qui ne se soucie de personne d'autre que de lui-même. Et c'est ici que Qin apparaît pour l'affronter, car ils sont d'anciens rivaux. Même si le roux ne peut vraiment pas faire grand-chose, surtout parce qu'il fait attention à ne blesser personne d'autre. Mais allons-y avec le protagoniste. Celui qui, à moitié mort, reçoit la visite d'une sorte d'entité qui l'aide en lui donnant un peu de vitalité. Vitalité que Qin avait complètement perdue lors de son combat. Bien qu'il semble le laisser en vie, car il respecte sa force, et c'est ici que le blond commence à idolâtrer Yao, en lui expliquant comment fonctionnent les colliers explosifs. Mais cela ne le sauve pas pour autant. Pendant ce temps, Liu déjà bien rétabli, mais Angie en sécurité qui parvient à reprendre connaissance. Et elle lui demande pourquoi il la sauve toujours, se rappelant ainsi son époque à l'orphelinat.
Et selon Liu, depuis qu'il a vu le sourire de sa mère en elle, la protéger est devenu son but. Ce que la jeune fille nie car elle sait qu'il n'a jamais été orphelin. Et qu'en plus, il continue de cacher beaucoup de choses pour lesquelles elle ne peut pas l'aimer. Pendant ce temps, de retour avec les prisonniers. Ceux-ci commencent à prendre Yao comme chef, y compris Xiao, qui se sent abandonné par ses amis. Mais ici, nous revenons à la ville où l'enquêteur avait quelques preuves. Et après s'être rendu à l'orphelinat des protagonistes, il se rend compte, grâce à quelques micros, qu'avant le vol, l'équipe du héros voulait seulement braquer cette banque. Que cette banque était sur le point de saisir les lieux et de laisser de nombreux enfants sans abri, sans jamais mentionner la mort de qui que ce soit. Cela laisse l'enquêteur perplexe. Pendant ce temps, le héros se retrouve face à encore plus d'ennemis qu'il doit affronter. Mais son pouvoir devient de plus en plus faible. Et avant qu'il ne puisse sauver Anji, il finit par perdre connaissance. Pour qu'à son réveil, il ne voit que cette petite blonde appelée Yaya, accompagnée de Fang et Shin qui sont arrivés au bon moment. Mais ici, en voyant l'état grave de la jeune fille, les deux amis commencent à se disputer. Pour évacuer leur frustration une fois calmée, ils décident de former un groupe et de préparer un plan d'évasion. Mais comme d'habitude, peu importe combien de questions il pose au héros, il semble toujours avoir un mur entre lui et les autres. Feng ne pense qu'à sauver Xiao, désormais l'une des marionnettes de Xiao. Mais pendant la nuit, et alors qu'Anji est plus morte que vivante, Yaya apparaît pour la soigner avec son pouvoir de moment, lui faisant retrouver conscience instantanément. Donc quand ils s'y attendent le moins, la fille apparaît pour apporter du bonheur au protagoniste, montrant en plus que la petite Yaya est beaucoup trop puissante. Et que Feng et Shin l'ont rencontrée auparavant dans une pièce qui semblait se désintégrer avec la même texture que les bêtes lorsqu'elles meurent. Ce qui amène Liu à penser que cette fille n'est pas apparue par hasard, mais que probablement qu'elle a été transportée comme eux. Alors avec Fang, il décide d'enquêter sur la pièce. Mais avant d'y arriver, il tombe sur des gens de Yao, qui ne posent pas trop de problèmes, du moins jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le compteur de Yaya descend à 0. Ce qui peut aussi être une condition probable pour qu'elle explose. Alors les héros arrêtent d'explorer la zone et doivent de maintenant faire en sorte que la petite tue quelques bêtes pour que ses chiffres remontent. Mais avant de revenir, ils se retrouvent mêlés à un problème avec ce ver, qui est un autre type de bête du coin. Pendant ce temps, Xiao essaie de contrôler un émomante parmi les prisonniers, qui finit par devenir incontrôlable. Et même s'ils font ce qu'ils peuvent, il est trop fort, et Xiao prend le risque de l'affronter avec son arme. Heureusement, cela attire l'attention des protagonistes qui ont réussi à échapper au ver. Et Liu arrive juste à temps pour sauver son vieil ami maîtrisant mieux ses pouvoirs et mettant une raclée complète à la bête. Et même si Xiao n'est pas très content de le voir, surtout après ce qui s'est passé, c'est un de ses vieux amis, alors il doit l'aider. Le fait est que ce loup déchaîné reprend forme humaine, ce qui arrive de plus en plus souvent. Ils doivent donc faire attention, car pour les héros, Qin est un candidat à émomante et pourrait perdre le contrôle à tout moment. Les protagonistes se dépêchent donc, et avec l'aide de Xiao, ils parviennent à organiser une réunion avec le chef Yao, qui pourrait leur donner des armes et des explosifs pour faciliter le fait que Yaya tue quelques bêtes. Le problème, c'est que le chef, à la surprise générale, est avec Yifang, qui n'est pas mort et qui a en plus éveillé un pouvoir pour lire dans les pensées. On a donc une réunion assez tendue avec Yao, qui accepte sans souci de leur donner un peu d'armement en échange, que Liu se joigne à lui pour chercher un moyen de s'échapper. Car après avoir enquêté dans la zone, il a trouvé ces vortex qui représentent le mur entre les réalités, un élément clé pour s'échapper de cette île. Cependant, le type oblige Liu à révéler ses pouvoirs, mais Liu ne veut pas accepter la proposition, car Yifang et son pouvoir pourraient poser problème à l'avenir, surtout s'il découvre Yaya. Toute cette tension explose, et puisque le héros, s'il n'est pas ami, est un ennemi pour Yao, ce dernier essaie de l'arrêter, mais n'y parvient pas, car le héros s'attendait déjà à une telle situation. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Qin vient de perdre le contrôle et son pouvoir met en danger la vie d'Anji et de la petite. Mais ici, on fait une pause pour revenir à l'enquêteur qui, après avoir rassemblé tous les indices et découvert que le braquage de la banque cache quelque chose, est presque assassiné par un groupe secret qui, après avoir réussi à s'échapper, découvre qu'il s'agit de la même BST qui, comme on s'en souvient, est dirigée par Tenju. Mais bon, ici on voit comment Shin par moment essaie de contrôler son corps, mais ce n'est pas suffisant. Et les filles ne peuvent que se cacher. Alors Liu et Fang arrivent, l'un pour distraire l'ennemi, l'autre pour mettre les filles en sécurité. Ils expliquent que maintenant, le plan est d'utiliser les explosifs qu'ils ont obtenus pour que Yaya élimine la bête vert. Mais avec Shin hors de contrôle, la situation devient très compliquée. Il arrive donc un moment où ils ne peuvent rien faire d'autre que de le distraire avec la bête elle-même.
Pendant ce temps, Yao et ses hommes se dirigent aussi vers la ville pour voir de quoi est capable le protagoniste, qui a des problèmes avec un type qui crée des épées avec son corps. Le plus gros problème, c'est qu'il risque de faire sortir la bête du bâtiment. Mais dans ce chaos, Angie est très inquiète pour le héros et finit par se mêler au combat, même si les ennemis sont vraiment très forts. Et même s'il contrôle mieux son pouvoir et parvient à éloigner Qin de la bête, qui retourne à la tanière, c'est le moment où il a un épéiste complètement fou à ses trousses. Pour l'aider un peu, Angie essaye de servir d'appât, mais c'est Fang qui finit par recevoir une blessure importante, disant à Angie que maintenant, l'idée de Liu est que tout le monde soit en sécurité pendant qu'il s'occupe de la bête, même s'il doit mourir dans le processus. Le problème, c'est que la fille n'accepte pas ça, et, avant de laisser le protagoniste, décide de prendre un risque. Elle prend donc une grenade, et comme au bon vieux temps des voleurs, attire l'attention du héros, qui est déjà au bout de ses forces et de son pouvoir. Liu profite alors de l'aide de cette fille et crée le moment parfait pour que Qin avale la grenade. Mais il est plus rapide. Ce qui est curieux ici, c'est que l'entité qu'on a déjà vue se manifeste à travers Angie, faisant exploser la grenade. L'explosion touche aussi le héros, qui tombe inconscient, et Angie perd le contrôle. Heureusement, une fois de plus, Liu se relève et l'arrête, car Qin a retrouvé la conscience, obtenant ainsi le meilleur résultat possible dans une telle situation. Ils en profitent donc pour poursuivre le plan de Yaya. Le héros s'active pour installer des explosifs dans le bâtiment, mais comme il y a tant de bêtes, il parcourt tout l'endroit et tombe sur des objets très pratiques ayant appartenu à une fille de son époque, au laboratoire, qu'il aimait beaucoup. Il sait donc qu'il se passe quelque chose d'étrange et enquête sur le saphir, où il ne trouve rien de pertinent. Mais il apprend qu'Angie faisait partie des sélectionnés comme aimomante. On le confirme plus tard, quand le héros, en posant plus de bombes, se met en danger, et que la fille réveille des pouvoirs liés aux ombres avec lesquels il surmonte la situation. Mais Yao, qui arrive sur place, remarque ce pouvoir, ce qui est important, car même s'ils parviennent à faire exploser le bâtiment par Yaya avec la bête et à récupérer quelques chiffres, Xiao se souvient que lorsqu'il était à la banque, hésitant à tuer le témoin, les ombres d'Angie étaient aussi présentes à ce moment-là, faisant d'elle une suspecte de ce qui s'est passé ce jour-là. Pourtant, rien n'est sûr et il se concentre sur le fait que tout le monde aille bien, car des hordes de bêtes commencent à apparaître. Le héros, sur le point d'être dévoré, est sauvé grâce à Qin, qui est maintenant rétabli. Mais il y a encore beaucoup d'ennemis. C'est alors que Yao apparaît et montre tout son niveau actuel. Se sentant déçu que les deux plus forts soient vaincus, il essaie donc d'en finir avec eux. Mais de la laine apparaît une bête dragon, qui, bien qu'elle ne soit pas un problème pour le chef de la résistance, portait en elle l'entité que nous avons déjà vue et qui s'avère être l'ancienne connaissance du héros venu affronter Yao. Cependant, de façon aussi abrupte, cette série se termine. Une série qui a eu tellement de mal qu'elle n'aura probablement jamais de suite. Et en vérité, c'est une série assez moyenne qu'il vaut mieux regarder en résumé. Tu es puissant, mais malgré cela, tu es humilié et drogué par la princesse d'un royaume. Il n'y a donc que deux options. La classique, ne rien faire et supporter les abus, ou le chemin compliqué de la vengeance, teinté de revanche. C'est pourquoi nous avons Kejaru, un simple villageois qui mène une vie normale avec sa belle-mère, et pour qui la seule chose étrange, c'est qu'il a des visions où il est le héros qui sauvera le monde. Sa belle-mère a une confiance totale en lui. C'est pour cela que, la nuit, une voix mystérieuse contrôle son corps et l'emmène au bord d'un lac, où la déesse qui y réside lui accorde un pouvoir, mais pas n'importe lequel, l'œil qui voit tout. Avec ce pouvoir, il retrouve des souvenirs de sa vie antérieure, car dans un monde identique à celui-ci, il était le héros guérisseur d'un groupe de héros où tous l'humiliaient et l'abusèrent de façon bizarre, utilisant une drogue pour qu'il ne se plaigne pas. Cependant, sa rage était telle qu'il a cherché à devenir immunisé à la drogue et s'entraîner sans relâche. Quand le roi démon est apparu, il a facilement vaincu les héros et le protagoniste s'est chargé lui-même de vaincre l'ennemi, qui est cette fille qui lui laisse quelques doutes. Malgré tout, il obtient la pierre philosophale, objectif du royaume, car elle possède le pouvoir d'un dieu et marque le début de la vengeance du héros, qu'il utilise pour recommencer sa vie comme le simple villageois que nous avons vu, mais avec ce pouvoir bestial qu'il a acquis. Ainsi, en se rétablissant, il retrouve son immunité aux drogues et se prépare à l'arrivée de Flair-en-Ville, qui cherche le nouveau héros du lac. Il fait donc semblant d'être un novice, un inexpérimenté, et est amené devant le roi, qui le nomme à nouveau héros de la guérison. Tout recommence comme avant. Même s'il le traite gentiment, il est conscient de la pourriture qu'ils sont. Il profite tout de même du fait que ses gènes sont désirés par tout le monde et s'amuse un peu avec les servantes du château, jusqu'à ce qu'il ait sa première mission. Guérir Kureha, la plus puissante épéiste du lieu qui vient de perdre un bras.
Cependant, lorsque Keiharu utilise son pouvoir, sa tête reçoit une décharge de souvenirs traumatisants de la personne qu'il soigne. Mais personne ne s'en soucie tant qu'il utilise ses pouvoirs. C'est ainsi que Flair montre encore une fois à quel point elle est sale, ce qui réjouit le protagoniste, car il pourra maintenant se venger sans remords. Il continue donc à jouer la victime, tandis que Flair fait semblant d'être gentille et lui donne ce fameux thé qui rappelle de si mauvais souvenirs au héros, car évidemment cela l'endort et il est emmené dans un cachot où, après une raclée, la princesse le drogue pour qu'il ne puisse rien faire contre elle, et où il subit, disons, des accès charnels de la part de femmes comme d'hommes, car comme je l'ai dit, tout le monde veut ses gènes. Sa routine consiste donc à soigner les blessés au combat et à être abusé et drogué la nuit, ce qui dure 6 mois pendant lesquels il rassemble assez de force. En soignant quelqu'un, il absorbe aussi ses compétences. Ainsi, lorsque le roi quitte le château, il commence sa vengeance. Il échange son identité avec le chef des gardes pour pouvoir atteindre la chambre de Flair et en privé lui révéler la vérité qui sera lourde à porter. Il commence à lui briser les doigts dans un jeu macabre où il les soigne sans cesse. De plus, il la force à choisir entre l'ami intime de la personne qu'elle méprise, tant ou une barre de métal chauffée. Comme la fille n'est pas si gourmande, elle choisit le héros qui fait ce qu'il est venu faire. Finalement, après beaucoup de douleur pour la fille, il efface sa mémoire et la transforme en une femme docile et gentille qui ne sert que le héros, avec qui il finit par s'échapper du château, et après avoir profité de leur nouvelle relation. Psychomorphe affective. Il quitte la ville et s'enfonce dans la forêt, car Nor vient d'arriver en ville, la sœur de Flete, est la seule fille qui a découvert les plans du héros dans sa vie précédente. Il doit donc être prudent. Malgré tout, son désir de vengeance est plus fort, surtout quand il se souvient qu'après l'émission, l'ancienne Flete l'utilisait comme son jouet. D'auto-affection, ce qui n'est pas si mal, sauf que Blade, le héros de l'épée, obsédé par la princesse, le cherchait ensuite pour goûter ce que le héros avait goûté. Une chose très étrange. Mais le pire arrive lorsque le troisième héros, Bullet, apparaît. Il prend le protagoniste comme son jeune bien-aimé avec une forte bipolarité. Il l'abuse de la manière la plus grotesque sous prétexte que tout cela, il le fait par amour. Donc oui, vous l'avez deviné, cette série parle d'abus. Cela sert donc au héros à se rappeler sa mission. Et après avoir choyé la nouvelle Flete, ce qui est maintenant Freya, il poursuit son voyage, qui se termine dans cette ville où il y a une contamination de l'eau qui atteint même la nourriture. Pour gagner un peu d'argent, il crée un antidote en utilisant son propre sang et essaie de le vendre à ce commerçant assez suspect. Malgré tout, il trouve un accord, ce qui lui donne un peu d'argent et il peut s'acheter une esclave. Même si la plupart des options ne lui plaisent pas, il tombe sur cette petite louve appelée Setsuna, qui semble avoir une grande haine envers les humains parce qu'elle a été abusée dans le passé. Cela attire donc l'attention du héros, qui s'efforce de bien la traiter tout en voyant ses souvenirs, quand elle était la fille la plus faible du village des loups, attaquée par des gardes du royaume à la recherche d'esclaves à vendre, laissant la jeune fille dans le chaos et avec un grand désir de vengeance. C'est exactement ce dont le héros a besoin, c'est ici qu'il essaie de passer pour le gars gentil avec Flete, afin qu'une fois Setsuna réveillée, la princesse puisse la convaincre de la bonté du héros. Il la manipule facilement pour lui offrir du pouvoir afin de l'aider dans sa vengeance. Et il lui donne ce pouvoir, vous savez, en pleine figure. Ainsi, il conclut un pacte avec la fille, et en échange de devenir son esclave, le héros l'aide à sauver son village qui est attaqué en ce moment par le royaume. Le héros prend donc le temps de planifier la stratégie, et même si des atrocités se produisent à ce moment-là, il attaque au moment opportun, non seulement pour éliminer la plupart des ennemis, mais aussi pour se forger une réputation de héros contre le royaume, et passer pour un génie aux yeux de ses filles. Pendant ce temps, Noor, la sœur de Flair, est retournée à son château pour remettre de l'ordre, tandis que le héros profite de certaines de ses activités dans le cursus. Et maintenant qu'il a résolu la contamination de la ville, il décide de conclure son accord avec le commerçant, qui veut maintenant utiliser la force contre le héros pour lui voler sa formule. Cependant que Yaru s'attendait à quelque chose comme ça, mais avec la qualité des filles qu'il a, il n'a même pas besoin de bouger et finit par conclure un accord qui rapporte beaucoup d'argent au héros. Mais ici, grâce à Noor, ils sont attaqués par Kurea, qui pense que le héros est un assassin sadique, ce qui est vrai. Cependant, Balegas n'est pas idiot et utilise l'ancienne apparence de Flair pour que son ancien ami soit manipulé par les paroles du héros. Et comme il utilise un aphrodisiaque assez puissant, la fille devient très vulnérable. Alors que Yaru en profite pour lui implanter quelques souvenirs de la souffrance des autres races à cause des gardes du royaume, ce qui suffit pour que la fille fasse confiance au héros, se sentant même redevable envers lui. Une dette que le héros sait comment encaisser, et elle est plus que disposée à payer. Mais bon, après une journée assez
Après une journée assez animée, le héros se rend compte que l'ancien chevalier de Flair, avec qui il a échangé de visage, emmène maintenant tous les villageois de son village natal comme prisonniers, y compris la belle-mère qui s'est tant occupée de lui et qui souffre maintenant comme jamais. Il change donc une fois de plus d'apparence pour s'infiltrer parmi les gardes du royaume, où il découvre les multiples abus subis par la seule personne qui s'est occupée de lui, et qui en plus, pendant qu'elle était abusée, le voyait avec son ancien visage. Poussé à nouveau par la rage, il obtient une rencontre avec le chevalier sous prétexte de rapport supposé. Cependant, le piège est évident, et lorsque le héros révèle son identité, le sourire disparaît du visage du chef des gardes, qui va vraiment ressentir la colère du héros. Il lui inflige la classique blonde contre équipe de basket. Littéralement, il finit en morceaux. Pourtant, l'ennemi a gagné, car sa belle-mère est morte sur le coup, pensant que le héros, en qui elle avait toujours eu confiance, l'avait abusée. C'est ici que le héros verse ses dernières larmes, car il part maintenant à la poursuite de Nord, la principale suspecte de tout cela. Cependant, il doit faire attention, car cette fille est la seule capable de l'arrêter. Elle a rassemblé tous les prisonniers du village du héros dans un colisée où ils seront exécutés, et le roi lui-même a préparé quelques pièges pour le protagoniste, qui doit se présenter s'il veut les sauver. Mais il les surprend en apparaissant instantanément sur place, sachant ce qu'il attend, non sans d'abord massacrer tous les gardes qui tentent de l'attaquer. Cette séquence est géniale, car Kijaru convainc le public qu'il n'y a aucune preuve que les villageois soient des hérétiques et qu'ils sont simplement assassinés pour l'attirer, lui, et qu'il ne fait que prendre une juste vengeance pour ce qu'ils font. Le roi, sous pression, commence à tuer encore plus de villageois, ce qui le fait paraître encore pire. Lorsqu'il tente d'utiliser une barrière préparée pour contenir le héros, les filles la contrôlent déjà, et finalement, tout le monde se retrouve enfermé avec le protagoniste, qui devient une bête en découvrant que tous les villageois étaient condamnés à mourir dès le début à cause d'un poison. Mais ici, il fait preuve d'intelligence en utilisant Freya, sous son apparence de princesse, pour faire passer le héros pour celui qui l'a sauvé des griffes du royaume, tout en montrant la violence subie par les semi-humains d'autres régions, ce qui fait monter la colère du peuple à un point où le héros n'a plus rien à faire. Le peuple lui-même s'occupe d'éliminer le chef et ses partisans. Il ne reste que ce petit garçon comme survivant de son village, pour lequel il paie même pour qu'on s'occupe bien de lui, sachant qu'il aura probablement un désir de vengeance envers le héros à son réveil. Mais que Yaru ne s'en inquiète pas, car il sait que cela le rendra plus fort. L'important maintenant, c'est Norm. Alors il s'enfonce dans la forêt à la recherche de la ville où se trouve la fille, non sans prendre un après-midi de repos, où il pense que les 3 héros, selon la légende, ont obtenu leurs armes légendaires, à partir d'un objet pur qui a pris la forme qu'ils désiraient. Une autre partie du plan est donc d'obtenir sa propre relique. Pour l'instant, ils arrivent dans une ville qui, contrairement au royaume, a beaucoup progressé, créant une harmonie entre toutes les races, sans abus des dirigeants. Pendant que les héros profitent d'un agréable dîner, une fille nommée Eve apparaît, rappelant au héros la reine démon de sa vie passée. Il essaie donc d'attirer son attention et la traite bien, comme la plupart des autres. Cependant, la race de cette fille est très recherchée et ils sont attaqués par des minotaures qui veulent Eve. Le héros en profite pour lui faire signer un pacte dans lequel il s'engage à la protéger et à l'éloigner des problèmes, lui révélant aussi qu'il est un héros et qu'il sait qu'elle deviendra la prochaine reine démon, ce que la fille ne croit pas. Mais le héros décide de la protéger jusqu'à ce moment, à la seule condition que, lorsqu'ils tueront l'actuel roi démon, Yaru garde son cœur. Consciente de tous les dangers qui la guettent, la fille accepte et rejoint le groupe, assistant à la routine cardiovasculaire du héros, à laquelle on lui propose de participer, mais elle n'est pas encore prête. Le héros sort donc en ville pour organiser un peu son inventaire, sous une identité différente. Cependant, il est découvert par les minotaures qui continuent de l'attaquer. Il n'a donc pas d'autre choix, et la nuit venue, avec Setsuna, il décida de chercher la cachette de l'ennemi. Il s'amuse alors avec eux, de cette manière tordue qui lui est propre, et il enferme uniquement les chefs dans un trou dont ils pourront s'échapper lorsque la glace aura fondu, à condition d'éviter d'être dévorés par leurs propres bêtes de compagnie. Maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis à proximité, ils retournent en ville, où un commerçant leur vend quelques objets, mais ils remarquent la capacité du héros à raffiner, si bien qu'ils finissent par faire affaire. Mais c'est ici que Norm apparaît enfin en ville, accompagné de Faucon, le garde le plus puissant du royaume, ainsi que Blade, son ancien compagnon qui ne tarde pas à recommencer ses méfaits en prenant de jeunes filles de la ville pour les utiliser, alors que personne ne peut rien faire. Pour ne pas exposer ses propres filles, Keiharu décide lui-même de se déguiser en femme, et avec un peu de maquillage, il se présente au bar où Blade a sa zone de chasse. Là, Blade tombe sur Keiharu,
jouant la soumise et suivant son plan de prendre le somnifère qu'il donne à toutes ses victimes. Cependant, alors que tout se passe parfaitement, le père de l'une des filles s'interpose et le héros décide de révéler son pouvoir pour que le vieil homme n'ait pas à mourir, car s'il veut se venger, il le pourra. Malgré tout, ne pouvant pas utiliser ses pouvoirs sans révéler son identité, il est désavantagé et l'autre finit par l'endormir complètement. Il se réveille alors déjà dans le lit. Voyant le héros dans cette situation, Blade s'excite encore plus, et c'est là qu'on découvre qu'il s'agit en réalité d'une femme qui déteste complètement les hommes, à un point écœurant. Quand le moment arrive, elle est surprise par l'attribut du protagoniste, ce qui donne le contrôle de la situation à Keiharu, qui se libère sans problème. C'est alors que commence son jeu. Sachant l'orientation de la fille, il lui amène 3 spécimens de singes qui sont à un équilibre entre la luxure et la faim. Elle doit s'assurer qu'il ne la dévore pas littéralement, en les satisfaisant jusqu'à l'aube. Cependant, ce que fait la fille pour sauver sa vie n'est pas suffisant, et elle finit par mourir de la façon la plus grotesque, laissant son arme inutilisable une fois de plus et concluant une autre partie de sa vengeance. Il continue donc à gagner un peu d'argent avec son ami le commerçant, jusqu'à ce qu'apparaisse le garde de Norme, qui possède une force bestiale contre laquelle le protagoniste doit se préparer. En utilisant la relique à l'état pur, une voix reconnaît sa détermination et lui accorde une griffe au pouvoir de corruption, le rendant ainsi plus puissant et prêt à célébrer à sa manière. Cependant, le lendemain, un crime se produit. La garde d'élite de Norme arrive en ville pour exterminer les semi-humains sans raison logique. Comme tout le village, qui vivait si bien, résiste, ils sont accusés d'hérésie, ce qui donne lieu au plus grand massacre jusqu'à présent, où même le commerçant que le héros n'a pas pu protéger meurt, donnant au héros un nouveau motif de vengeance. Il commence alors à anéantir l'armée d'élite, sauvant ceux qu'il peut et devenant le plus grand obstacle au plan de Norme. De plus, un hologramme de Flayer apparaît à nouveau dans la ville pour que les guerriers non tués par le héros comprennent l'ampleur de ce qu'ils font, ce à quoi Norme ne s'attendait pas du tout. Elle décide donc de chercher et de tuer le héros. Cependant, pendant tout cela, il s'est infiltré dans le château et après avoir tué tout le monde, il apparaît devant la fille, œil de faucon étant sa seule défense. C'est là que le héros affronte son plus grand défi, avec un véritable combat contre un adversaire bien plus rapide et astucieux. Mais il a obtenu sa relique pour une raison, et le héros se trouve à un tout autre niveau de puissance. Sans même toucher son ennemi, il le fait imploser, laissant Norme totalement sans défense. Alors que les gardes commencent à se retirer et à libérer la ville, le héros se retrouve dans une pièce avec Norme, qui a déjà confirmé qu'elle était la chef de l'attaque contre son village. Les jeux commencent alors car cette fois, il amène sa propre sœur, poussée par la luxure, et elle doit simplement éviter que celle-ci la fasse jouir. Cependant, après des scènes assez explicites, elle finit par perdre le jeu, et le héros, comme punition, lui efface sa mémoire, tout comme à sa sœur, lui donnant une nouvelle personnalité et lui faisant croire qu'elle est une petite sœur très calme, mettant ainsi fin à sa vengeance pour le moment. Il retrouve alors toutes les filles pour un après-midi de sport intense. Pourtant, pour Keiharu, il reste encore Bullet, le pire des 3 héros, qui le cherche déjà de façon obsessionnelle et maladive. Même si le héros se sent bien en aidant les autres et en aimant les filles, la seule chose qu'il ne peut pas perdre, c'est son désir de vengeance. Et Bullet va recevoir la pire des punitions. Il reprend donc son voyage avec ses femmes de qualité, nous laissant avec cette fin très ouverte, qui pour l'instant, et après plusieurs années depuis la sortie, n'a pas de suite. Mais qui sait, un malade voudra peut-être animer la 2e saison. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Pour ma part, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Et comme disait mon père, je vous abandonne. Au moins, suis-moi, je ne jamais. Ou au moins, donne-moi le bonheur. Ou au moins, donne-moi, je te donnerai pour toujours. Je te donnerai pour toujours. J'arrêterai d'agir comme I.